Bienvenue dans le débat de France 24. Les condamnations sont unanimes. Une semaine après le coup d'État, dans le coup d'État, comme l'a appelé Emmanuel Macron, le Mali fait face à la réprobation des Européens et des voisins d'Afrique de l'Ouest. Avec à la clé 7 premières sanctions, la CEDEAO suspend Bamako de ses instances. Alors que se profile une autre menace, côté français cette fois, Paris indique ne pas souhaiter rester aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Problématique quand on sait l'armée française engagée avec ses 5000 soldats au sein de l'opération Barkhane pour protéger les institutions maliennes de la menace djihadiste. Mali, le risque de l'isolement. On en débat avec ici même à mes côtés Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'African Security Sector Network. Merci d'être avec nous. Face à vous, Thiambel Gimbayara, vous êtes directeur de la publication de La Voix du Mali. Merci à vous. Merci. Également avec nous, depuis Lomé, Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire. Bonjour. Et Michael Shurkin sera avec nous depuis Washington dans un instant, analyste à 40 North Strategies, un think tank pour le développement stratégique et économique de l'Afrique basé à Dakar et à Bamako. Mais d'abord, c'était hier, donc la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest réunis au Ghana suspend le Mali de ses instances. En cause, le départ du président et du Premier ministre, prestement débarqués par l'armée la semaine dernière. Bilal Tarabé nous en dit plus. Le Mali suspendu de la CEDEAO. C'est la réponse de l'organisation régionale après le second coup d'État militaire survenu dans le pays en moins d'un an. Nous avons décidé de suspendre le Mali de la CEDEAO. L'une des décisions des chefs d'État est que la junte doit absolument, dans les prochains jours, nommer un nouveau Premier ministre civil pour former un gouvernement. La CEDEAO demande donc à la junte militaire de partager le pouvoir de transition avec les civils au plus vite, de former un gouvernement inclusif selon le communiqué final du sommet. Les chefs d'État ouest-africains condamnent la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta, désigné président de la transition vendredi dernier, mais les sanctions s'arrêtent ici. Contrairement aux décisions de l'organisation prises après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier, il n'y a cette fois pas de fermeture des frontières ni d'embargo économique sur le Mali. Le colonel Assimi Goïta, quant à lui, a présenté un visage étonnant à son arrivée à Accra samedi. Il s'est présenté aux dirigeants de la CEDEAO, exceptionnellement habillé en civil, les cheveux et le visage rasés de frais. Le chef de l'État malien s'est rendu au Ghana officiellement pour des consultations, mais il n'était pas présent dans la salle lors du sommet dimanche, selon des journalistes sur place. Le Premier ministre civil demandé par la CEDEAO, ce pourrait être Choguel Maïga, un cadre du mouvement d'opposition du 5 juin, formation proposée par Assimi Goïta pour diriger le gouvernement. La CEDEAO demande aussi la libération des dirigeants civils arrêtés lundi dernier. Elle considère Ban Dao et Mokhtar Ouane toujours en résidence surveillée. Enfin, elle réclame la tenue d'élections comme prévu en septembre 2022. Une question reste en suspens, la présence militaire française au Mali. Ce dimanche, Emmanuel Macron a déclaré que la France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Plus de 5000 soldats français sont toujours engagés au Sahel. Niagale Bagayoko suspend le Mali de ses instances. C'est grave, ça a quelles répercussions ça concrètement ? Alors très concrètement, ça renvoie à l'un des articles du traité de la CEDEAO et ça prévoit que le Mali ne pourra pas participer à un certain nombre de réunions, également qu'il ne pourra pas accéder à certains prêts, qu'il ne pourra pas en demander d'autres. Et voilà en réalité. Donc c'est quand même une approche qui est très minimaliste. Vous trouvez ça insuffisant ? Moi, il me semble que d'une manière très générale, on assiste aujourd'hui, comme on l'a vu avec le président du Tchad, à une tendance des institutions multilatérales africaines à ne pas imposer l'ordre démocratique et le respect de l'état de droit dont elles sont garantes en réalité. Et il est vrai que le précédent qui, au Tchad, a validé l'installation au pouvoir d'une junte
junte dirigée par le Oui, fils parce du que là, il n'y a président pas eu de Déby. suspension. Il y a pas eu de... Il faut dire que le Tchad n'est pas membre directement Absolument donc, de la CEDEAO, pas. donc Mais n'est pas, en revanche, pas le lié Mali par cette est instance. également, oui, mais le Mali est également membre de l'Union africaine. Oui. Donc l'Union africaine, là, on parle beaucoup de la décision de la CEDEAO qui est majeure, mais l'Union africaine non plus n'a pas suspendu le Mali. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une tendance qui, à mon avis, est relativement préoccupante. Mensuétude, oui, Magloire Comayou. Non, je ne pense pas que ce soit de la mansuétude. L'on est dans le cadre de ce que certaines personnes ont appelé le club des chefs d'État qui se soutiennent quoi qu'il arrive et la plupart du temps au détriment des intérêts à la fois des populations et des pays. La CEDEAO, aujourd'hui, a pris je pense que ce que disait Madame Bagayoko est tout à fait justifié. C'est une sanction minimaliste, mais je crois qu'il ne faut pas être tout à fait... il ne faut pas être absolu dans la décision qui va être prise, ni condamner la décision qui a été prise de façon absolue, parce qu'il faut garder un certain cap de dialogue avec les nouvelles autorités maliennes. Elles sont arrivées parce qu'il y a un déficit sécuritaire d'abord. Aujourd'hui, il y a une zone de turbulence politique qui vient s'ajouter à cette zone de turbulence sécuritaire. Et si jamais on laisse le pays complètement à l'abandon, j'ai bien peur que ce soit un remède pire que celui qui aurait pu être administré si on était resté dans le cadre du dialogue. Donc je pense que c'est de la réelle politique. Elle est désastreuse par rapport à la démocratie et à l'image que la CEDEAO propose aux populations en son sein et à l'international. Mais je pense que c'était l'option la plus sage actuellement pour faire comprendre aux autorités maliennes qu'il y a un besoin aujourd'hui de retourner à l'ordre, mais il ne faut pas que ce soit uniquement par rapport à l'homme providentiel qui devrait être un civil. Il faudrait qu'on mette sur la table aujourd'hui toutes les options qui permettent au Mali de sortir des deux crises principales qu'elle subit. Je parle ici des crises sécuritaires et politiques, mais on pourrait y ajouter la crise sanitaire et la crise économique. Mais tout cela semble presque dérisoire aujourd'hui face aux enjeux qui sont devant le Mali à la suite de ce deuxième coup d'État qui est quand même le 4e dans l'ensemble de l'histoire du pays. Mais 2 en moins d'1 an, ça fait beaucoup. Réelle politique, Chiambel Gimbayara, la CEDEAO condamne certes ce qu'elle désigne par le terme de coup d'État. Elle appelle le Mali à nommer un Premier ministre issu de la société civile, mais elle reste silencieuse sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait d'Assimi Goïta aujourd'hui le président. Il n'y avait pas d'autres possibilités pour la CEDEAO? D'autres possibilités pour qui? Pour la CEDEAO. Le Mali est membre fondateur de la CEDEAO. Et si on se remémore de la première décision de la CEDEAO, c'était la fermeture des frontières, c'était un embargo sur le pays tout entier lors du coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, la CEDEAO a été plus dure en août dernier en décidant justement de sanctions. Elle s'en garde cette fois-ci. Vous comprenez pourquoi? Je comprends qu'on défend peut-être, on préserve les populations. La population malienne a beaucoup souffert. Ça a été mal vécu, ces sanctions de la CEDEAO. Très mal vécu, parce que les représentations diplomatiques, par exemple, à l'extérieur, sont restées 3 mois, 4 mois sans salaire. C'est difficile. Les populations aussi, il n'y avait pas. On est un pays continental qui n'a pas d'accès à la mer. Nos approvisionnements viennent des ports de Dakar, d'Abidjan. Si c'est fermé, ça asphyxie le pays complètement et tout est à l'arrêt. S'il faut rajouter à la crise économique, la pandémie du Covid. Et puis, bon, la CEDEAO n'est pas allée jusque-là, mais c'est une question de principe de suspendre un pays qui a causé des troubles, encore qu'on appelle coup d'État ici. Là-bas, on l'appelle rectification ou correction. Je ne sais pas qui il faut croire ou qui ne faut pas croire. En réalité, le pays est en crise et la population en a marre. Les Maliens en ont marre de vivre cette situation infernale où on ne peut pas voyager à plus de 340 km de Bamako. Et on est installé dans une guerre, une insécurité depuis 2012. C'est intenable pour les populations maliennes. Michael Shurkin, la CEDEAO qui ne réclame pas le rétablissement dans ses fonctions de l'ancien président de transition Bandao. Ce faisant, elle valide, elle entérine la prise de pouvoir par Assimi Goïta? Bon, j'ai l'impression que le CEDEAO va rien faire. Et donc, c'est feu vert, c'est ça, c'est feu vert, parce qu'on n'a pas la capacité d'agir. Et pour moi, c'est choquant, c'est-à-dire que des officiers maliens, ils arrivent toujours à faire n'importe quoi dans une impunité complète. Je ne sais pas si c'est la place de CEDEAO à contrer ça, plutôt au peuple malien, mais c'est frustrant
parce qu'on voit l'impuissance de l'institution de CEDEAO. Niagale Bakayoko, la CEDEAO, c'est notamment la Guinée d'Alpha Condé, c'est le Togo de Faure Gnassingbé. Fallait-il s'attendre à ce qu'on sanctionne durement la prise de pouvoir par les militaires au Mali ? C'est justement ça qui est extrêmement intéressant par rapport à la décision de cet été, enfin de l'été 2020. C'est-à-dire qu'à l'été 2020, il y avait des chefs d'État, dont Alpha Condé, dont Alassane Ouattara, qui avaient exigé une position extrêmement sévère vis-à-vis du coup d'État. Et parce qu'ils s'apprêtaient à concourir pour un troisième mandat eux-mêmes. On voit bien que leur position assurée, ils sont prêts eux aussi à adopter des positions beaucoup plus souples en réalité. Mais je pense que les précédents créés ici peuvent être en réalité un véritable danger pour ces chefs d'État parce que l'Afrique de l'Ouest a été historiquement caractérisée par une tradition prétorienne et en dehors du Sénégal, il n'y a aucun pays depuis les indépendances qui a échappé à des coups d'État. Donc je pense que les différents pouvoirs doivent également être prudents en veillant à ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Pourquoi, dites-moi, faut-il s'émouvoir du fait que des dirigeants mis en place par un coup d'État soient eux-mêmes chassés du pouvoir par les militaires qui les ont mis en place ? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un coup d'État ou d'un simple remaniement technique dans le coup d'État ? Je ne pense pas que ce soit un remaniement technique, mais ce qui est certain, à mon avis, je trouve qu'on le souligne trop peu souvent, il y a un enjeu légal et juridique majeur dans la gestion de cette crise malienne, de cette crise sahélienne. On la lit trop souvent, à mon avis, par le biais de l'angle sécuritaire. En réalité, ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait un vide juridique créé par la deuxième version de la charte de la transition qui avait été validée par la CEDEAO. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de disposition. La CEDEAO avait demandé que le vice-président ne puisse pas remplacer le président en cas d'empêchement de celui-ci. C'est précisément ce qui s'est passé. Assimi Goïta, vice-président, a remplacé le président. Oui, mais elle n'avait pas demandé... Elle avait demandé le retrait de l'article qui prévoyait que le vice-président remplace le président, mais cet article n'a été remplacé par rien, en réalité. D'autre part, la CEDEAO, vous vous en souviendrez peut-être, avait beaucoup insisté pour que le président de la transition soit un civil. Mais elle n'a pas insisté pour que cela soit inscrit dans les versions de la charte. Donc, en réalité, la Cour constitutionnelle, bien que n'ayant pas mentionné toutes ces nuances de contexte, s'est appuyée également sur ce silence juridique. Et là, le CNSP, les héritiers du CNSP, sont extrêmement habiles d'un point de vue légal. C'est important de le souligner. Louis Magloire Kemayou, il y a là effectivement une violation de l'état de droit manifeste au Mali, plus grave peut-être encore que ce qui s'est passé en août dernier ? Non, je pense que c'est un défi qui est lancé aux autorités, à la fois au sein de la CEDEAO et au sein de l'Union africaine, parce que jusqu'à présent, il était très facile, quand il y avait un coup d'État, de dire « nous condamnons, nous sanctionnons, nous mettons au banc ». Mais depuis quelques années, il est devenu très très difficile d'avoir une position constitutionnaliste uniquement dans l'interprétation des coups d'État. Cela a commencé avec l'Égypte. Quand Al-Sisi est arrivé au pouvoir, l'Égypte devait normalement être mise au banc de l'Union africaine. Mais cela n'a pas été possible parce que les Égyptiens ont mis au défi les autorités de l'Union africaine de prouver qu'il s'agissait d'un coup d'État. Ce qui n'a pas été prouvé, ils ont dit que c'était un soulèvement populaire. La même chose pour le Burkina Faso, dans une certaine mesure. Et là, on se rend compte qu'il y a une véritable ingénierie actuellement qui est mise en place à la fois pour faire les coups d'État et pour violer les constitutions. C'est le lien qu'on peut établir entre ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et actuellement au Mali, c'est que l'on est en face de situations qui sont beaucoup plus complexes que celles que l'on gérait avant. Il ne s'agit pas juste de condamner de façon mécanique, il s'agit d'être fin dans la manière de le faire et de prendre en compte toutes les considérations qui collent à la situation présente. Et le problème, c'est que même s'il y a eu coup d'État, au niveau des populations, je n'ai pas l'impression, naturellement, avec la crise sanitaire, on ne peut pas manifester autant qu'on le souhaiterait, ne peuvent manifester peut-être de façon tolérée que ceux qui soutiennent les militaires, mais on n'a pas entendu et vu beaucoup de gens descendre dans la rue pour condamner cette rectification. Donc c'est également un élément qu'il faut prendre en compte quand on condamne ce qui s'est passé au Mali.
c'est pas la Constitution, c'est pas la démocratie, mais de l'autre côté, si les populations ne réagissent pas, si la classe politique reste molle par rapport à la condamnation au niveau national, c'est pas de l'extérieur que le salut viendra. Et puis on a vu, en Côte d'Ivoire, la pression avait été tellement forte pour faire respecter le résultat des urnes que finalement Alassane Ouattara est venu, mais cela n'a pas résolu tous les problèmes. Idem, si on va dans un sens plus absolu, la Gambie, on a réussi au sein de la CEDEAO à imposer le respect de la Constitution et de toutes les décisions qui avaient été prises dans les urnes par les populations, et le président Yahya Jammeh est parti. Mais aujourd'hui, les cas de figure sont beaucoup plus complexes et je pense qu'il faut tenir compte du fait que les militaires, auréolés de leur succès au Ghana sous Jerry Rawlings, au Burkina Faso avec Thomas Sankara, ne sont plus considérés uniquement comme des bidas, ils sont considérés par moments comme des solutions. On parle même de coups d'État utiles par moment. Et c'est pour ça que je crois que l'Union africaine doit aujourd'hui aller dans une finesse d'analyse, dans la finesse d'interprétation de ces événements-là. Thiambel Guimbaya, est-ce que justement il n'y a pas eu en août dernier ce sentiment que les militaires venaient d'une certaine manière pour répondre aux aspirations de la population qui manifestait bruyamment dans la rue son mécontentement du pouvoir incarné alors par Ibrahim Boubacar Keïta? On l'a dit à l'époque, malheureusement, hélas, on est aujourd'hui devant le fait accompli que ce n'était pas des bonnes procédures d'arrêter un processus démocratique. Aujourd'hui, le M5 qui a été créé dans la foulée... La communauté internationale, hormis peut-être la CEDEAO qui a appliqué des sanctions, à l'époque est restée quand même étonnamment silencieuse sur les conséquences du coup d'État du mois d'août dernier. Elle est restée d'autant plus silencieuse par rapport à ce coup d'État-là qu'aujourd'hui la rectification surprend cette même communauté internationale de l'ONU en passant par l'Union européenne jusqu'à la CEDEAO et avec l'Union africaine. Il n'y a pas de sanctions en tant que telles parce qu'il y a une opinion aussi interne qui soutient cette fois-ci. Et il y a aussi le peuple qui est laissé à l'abandon, qui vit une situation difficile. Si on ne peut pas répondre à l'aspiration des populations maliennes, on ne peut pas les empêcher de rêver, de trouver des opinions contraires, de pousser les dirigeants du moment, qu'ils soient de l'opposition aujourd'hui, de l'ancienne majorité ou des militaires aujourd'hui qui ont pris les rênes du pouvoir. On ne peut pas empêcher cette opinion de peser lourdement sur ces dirigeants du moment pour sortir le pays de cette situation. On va y revenir dans un instant. On verra notamment quel est le rôle de la France. Paris qui tape du poing sur la table. La situation également sécuritaire au Mali, même si vous l'avez dit, Niagalé Bagayoko, ce problème ne se résume pas évidemment à la sécurité, mais c'est aussi bien sûr l'une des causes et peut-être l'une des conséquences. On verra ça dans un instant. Restez avec nous. La deuxième partie du débat de France 24 avec toujours à mes côtés Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, avec également parmi nous Thiambel Guimbaya, directeur de la publication La Voix du Mali, avec Louis Magloire Comayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, et avec depuis Washington Michael Sharkin, analyste à 14 North Strategies, un think tank pour le développement stratégique et économique de l'Afrique basé à Dakar et Bamako. Aujourd'hui, la balle est clairement dans le camp d'Assimi Goïta, le nouveau président, donc par intérim du Mali, celui qui a été jusque-là vice-président et qui, à la faveur de ce coup d'État dans le coup d'État, comme l'a appelé Emmanuel Macron, eh bien, a chassé les deux représentants du pouvoir civil pour s'arroger aujourd'hui le pouvoir, pour s'engager aussi. C'est ce qu'il vient de faire auprès de la CEDEAO ce week-end, à assurer la transition et à respecter le calendrier, à savoir des élections présidentielles et législatives d'ici le mois de février de l'année prochaine. Faut-il le croire, Michael Sharkin? Non, enfin, je ne crois pas qu'il faut le croire. Aussi, il faut être soutenu de ce qui se passerait, même s'il y a des élections. À ce point, il faut se demander si les élections ont une légitimité quelconque. Parce que Goïta, il s'est montré quelqu'un qui s'intéresse au pouvoir. Et ce deuxième coup, c'est une question de pouvoir. C'est lui qui veut avoir le pouvoir à la main. Et donc, j'ai du mal à voir comment il va vraiment renoncer au pouvoir comme ça et se laisser remplacé par les autres. Donc, je suis très soutenu. À mon avis, il faut mettre de la pression
Justement, cette pression, alors on va évoquer la France dans un instant, mais les États-Unis qui ont notamment un pouvoir au Mali, notamment en matière de surveillance, qui aide d'ailleurs à ce titre à l'armée française à combattre contre les groupes djihadistes, les Américains ont exigé la restitution du pouvoir aux civils et là, le respect du calendrier de transition. Qu'est prête à faire aujourd'hui Washington? Y aura-t-il des pressions sur le Mali, y compris avec des sanctions? Je crois pas. Les États-Unis ont très peu de pouvoir au Mali. Les États-Unis s'intéressent plutôt à soutenir la France. Donc, si la France veut dire qu'il faut avoir une politique quelconque, les États-Unis vont soutenir ça. Donc, c'est-à-dire que l'aide de soutien qui apporte les États-Unis, c'est plutôt l'aide de soutien à la France, aux Français, et non pas exactement au gouvernement malien. Parce que le gouvernement, l'aide qui donne les États-Unis au Mali, c'est plutôt l'aide humanitaire. On ne va pas couper l'aide humanitaire. On a déjà arrêté l'aide militaire et l'assistance sécuritaire, qui n'était jamais vraiment très grande. Et donc, on n'a plus ça, on ne peut plus couper ça. Alors, il reste simplement à essayer de faire un front commun avec les autres partenaires du Mali en mettant de la pression, mais je ne vois pas comment on va mettre la pression concrète là-dessus. C'est plutôt à la France à faire, parce qu'il n'y a que la France qui réjouit de cette possibilité de mettre la pression. Alors Emmanuel Macron, justement, il a mis la pression ce soir, le président français réuni pour son 22e et dernier Conseil des ministres conjoint avec Angela Merkel. Il s'est exprimé sur la question du Mali. Écoutez le président français. Notre priorité au Mali est la lutte contre le terrorisme et la présence de nos forces sur le terrain n'est pas un élément suffisant dans cette lutte. Elle nécessite aussi le renforcement d'institutions stables et légitimes. C'est pour cela que nous soutenons les efforts de la CEDEAO. La CEDEAO a fixé hier, lors de son sommet exceptionnel, les paramètres qui sont, à nos yeux, le minimum pour ce qui est de la transition au Mali. Et leur mise en œuvre sera vérifiée dans les tout prochains jours. Et je crois que si aujourd'hui la mission MINUSMA EUTM sont parfaitement nécessaires, ni la France ni ses partenaires n'ont vocation à s'engager si ces dispositions ne sont pas tenues. Et donc très clairement, les exigences posées par la CEDEAO devront être vérifiées, pleinement respectées. Et c'est ce qu'avec nos partenaires africains, nous regarderons dans les tout prochains jours. Niagalé Bagayoko, Emmanuel Macron avait déjà frappé du poing sur la table dans un entretien au journal du dimanche, dans lequel il avait prévenu Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Y a-t-il un risque réel, d'après vous, de voir les 5100 soldats français engagés dans Barkhane rejoindre la France? Mais justement, on voit que depuis hier, il y a eu une évolution du discours du président de la République. En effet, à la lecture de cette interview dans le JDD, il apparaissait que l'option du retrait était clairement mise sur la table. Et on pouvait même se demander si, face au succès, qu'on le veuille ou non, qui reste limité de l'opération Barkhane sur le terrain, justement, cette irruption des militaires dans l'ordre politique ne pouvait pas constituer une porte de sortie honorable pour la France. C'est l'intérêt de la France, d'après vous, de laisser aujourd'hui le Mali face à ces vicissitudes dans la période actuelle et compte tenu de ce qu'on sait de cette menace qui risque demain de frapper l'Europe? Alors, ce que cette menace risque demain de frapper l'Europe, c'est quelque chose qui est très contesté. Enfin, quand on regarde le rapport de l'Assemblée nationale sur la force Barkhane, à propos de cette question-là, il y a à peu près 10 lignes. Qu'il y ait un danger d'extension du djihadisme et d'un islam extrêmement conservateur en Afrique de l'Ouest, ça c'est absolument indéniable. Qu'il y ait un risque pour le territoire français et plus largement pour le territoire européen, c'est une analyse qui n'est pas partagée par tous les partenaires de la France, y compris au sein de l'Union européenne. Pour ce qui est des intérêts de la France à rester au Mali, je pense qu'il est absolument essentiel, en effet, qu'il y ait un alignement entre un objectif politique et un instrument militaire. Aujourd'hui, l'opération Barkhane est déployée
de manière très large sur le terrain, mais l'objectif politique poursuivi par cette opération n'est pas évident. Et l'on voit très bien que ce qui a été souligné également dans l'interview du président de la République hier, à savoir le refus absolu de s'engager aux côtés d'un État qui se rapprocherait des djihadistes, renvoie en réalité à un débat qui est sous-jacent entre la France et le Mali depuis un long moment, à savoir cette question de l'ouverture des négociations qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a 2 ans en réalité, et qui a été issue des recommandations de consultation très larges en 2017, en 2019, et qui a été reprise à son compte par tous les gouvernements successifs. Et effectivement, la France n'est pas obligée de s'engager à soutenir l'approche politique malienne. Mais à mon avis, ce qui doit absolument primer, c'est le choix politique des Maliens, et il appartient aux partenaires de décider si oui ou non ils veulent s'engager dans la même voie que ce pays. Louis Magloire Quemaillou, la France s'oppose à la désignation d'un Premier ministre qui se montrerait trop conciliant envers les djihadistes. Est-ce une erreur de Paris ou bien faut-il que chacun prenne ses responsabilités? Et si les Maliens décidaient demain d'engager ouvertement le dialogue avec ces mêmes groupes djihadistes, Paris doit-il en tirer toutes les conséquences? Paris, à la rigueur, je dirais, fait ce qu'il veut. Paris peut maintenir ses troupes comme il peut les retirer. C'est un pays souverain qui intervient dans un autre pays souverain. Personne ne lui en tiendra rigueur. Ce que je voudrais rappeler, c'est que cette crise djihadiste au Mali a quand même connu son apogée à la suite de la déstabilisation de la Libye de Muammar Kadhafi. Et cette action était celle d'un président français, Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, on est dans la situation d'un pompier qui vient, mais qui a été pyromane à un certain moment également. Faut jamais oublier que c'est un service après-vente que la France est en train d'effectuer dans cette zone du Sahel où la plupart des armes qui sont utilisées et des combattants qui sont en action viennent de la Libye et que leur descente vers le Niger, vers le Mali, a été facilitée par le fait qu'on a distribué beaucoup d'armes en Libye et que ces armes-là se retrouvent aujourd'hui dans le Sahel, que ce soit au Burkina, au Niger ou au Mali. C'est une situation qui est très compliquée. Et je pense que ce ne serait pas responsable de la part de la France de partir juste sur un coup de tête. Il y a déjà eu l'idée de ce sentiment anti-français qui avait été évoqué par le président Macron pour dire qu'il mettait toutes les options sur la table. Là, il s'agit d'un dialogue intermalien qui ne se tient pas, d'accords qui ne sont pas respectés, qui ont été signés à Alger. Donc, je crois qu'il est important pour le Mali de ne pas considérer comme des sous-citoyens ces ressortissants qui pratiquent l'islam, y compris ceux qui sont dans l'islam djihadiste, l'islam extrémiste, parce que c'est une question de dialogue national. Dans l'intérêt de la nation, il est important de discuter avec tout le monde et après, on verra si certains d'entre eux ne méritent pas leur place à la table du dialogue, ce sera un autre sujet. Mais je pense qu'il est important ici que le président Macron ne soit pas que dans une posture d'élection présidentielle puisqu'il prépare sa réélection et qu'il a besoin de montrer à ses concitoyens que l'engagement de la France, qui coûte à la fois en vies humaines et en argent, ne va pas être fait à tous les prix. Il faut qu'il soit fait au prix d'un engagement, mais que cet engagement-là ait une valeur et qu'il y ait également une contrepartie de la part des partenaires. Cela dit, je pense qu'il doit laisser les Maliens dialoguer entre eux et ne pas être dans une posture qui pourrait être considérée comme une posture néocolonialiste. Thiambel Guimbayar, vous dites quoi? Est-ce que vous dites l'engagement français depuis 2013 engage les Maliens d'une certaine manière, puisqu'il y a évidemment un lien entre la présence militaire française et d'éventuelles négociations politiques, ou bien au contraire, le Mali est un État souverain, c'est à lui de décider s'il veut demain choisir par exemple de nommer à la tête de son gouvernement Choguel Maïga, qui pourrait demain, via l'imam Dicko par exemple, engager le dialogue avec ces groupes djihadistes? Je me rappelle, moi, de Pau, quand le président Macron demandait au chef d'État africain de se justifier. Je me rappelle encore des propos de ce même Emmanuel Macron qui disait que la transition a fait beaucoup plus que le régime d'Ibeka. Et aujourd'hui, on en est face à une autre situation. Ce même Emmanuel Macron qui demande, qui menace, qui indexe plutôt un homme politique comme étant plus pro-djihadiste ou non-djihadiste. C'est la même France qui discute avec Dicko, qui discute avec d'autres. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il faut prendre en considération
la souffrance du peuple malien, des populations qui vivent cette crise depuis... Moi, je ne peux pas me rendre dans mon village à Dili, 340 km de Bamako. Je risque ma vie. Aujourd'hui, mes compatriotes sont contents de me voir comme ça, mais depuis 2000, combien on ne m'a pas vu? On ne peut pas mettre pied à 340. La crise était circonscrite à Kidal en 2012. Oui. Aujourd'hui, le centre est pris d'assaut. On a des bergers qui se promènent avec des kalachnikovs, des lance-roquettes. Est-ce parce qu'on n'a pas voulu dialoguer avec ces groupes? L'accord d'Alger déjà préconisait le dialogue. Ça n'a pas abouti. Si tant entendu qu'il y a des difficultés structurelles, institutionnelles de mettre l'accord d'Alger en exergue, et depuis sa signature, ça a traîné, c'est longtemps. Le problème du Mali, c'est quelque part parti de Kidal, c'est aussi à Kidal. Aujourd'hui, il est au centre. Si on ne peut pas éliminer tous ces djihadistes par la voie de la violence, on en a fait le preuve depuis, il faut discuter avec certains Maliens, il faut se retrouver autour d'une table pour discuter, pour extirper entre les mains de ces djihadistes-là, ces jeunes qui se sont enroulés, qui ont été embrigadés et qui subissent cette violence-là, qui n'ont rien demandé. Si tout ça est mis bout à bout et que pendant des forats, on a demandé à ce que les Maliens qui peuvent renoncer à la violence venir s'investir aux côtés de leurs compatriotes et qu'on continue la guerre, je ne vois pas de problème à cela. La France ne devrait pas s'opposer ou une autre puissance ne va pas remplacer. L'idéal, l'aide aurait été que les soldats maliens remplacent cette communauté internationale qui est venue nous aider pour que le Mali recouvre son intégrité territoriale et surtout que le territoire malien soit sécurisé par des Maliens et qui a connu des soldats africains qui sont tombés, des soldats français qui sont tombés, d'autres soldats. Et l'armée malienne a payé le prix le plus lourd de la lutte contre le terrorisme. On ne fait pas quand même faire table rase sur cela. Et aujourd'hui, encourager que cette armée encore connaisse une confrontation entre hier béret rouge et béret vert, aujourd'hui entre garde et armée de l'air, ça n'a aucun sens. Michael Chorkin, comment expliquer que 8 ans plus tard, la présence française soit toujours indispensable aujourd'hui au Mali? Et puis on voit, on a vu ces manifestants, certains manifestaient pour la Russie. Quel rôle entend-elle jouer justement au Mali? Bon, la stratégie française consiste à créer l'espace dans lequel les Maliens puissent faire du progrès, donc du progrès politique. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement malien, que les dirigeants maliens, les officiers, les hommes de politique civile, qu'ils fassent du progrès, c'est-à-dire qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire pour mettre en forme le pays, pour faire face aux luttes, aux insurrections différentes, soit islamistes, soit laïques. Mais le problème, c'est que ce qui se passe quand on va avec les coups d'État, on voit que les dirigeants maliens, au lieu de s'intéresser à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire soit négocier, soit, je sais pas, mais simplement de se focaliser à la guerre, on voit que les dirigeants maliens sont plus intéressés par la lutte entre eux, la lutte politique, pour une question de pouvoir personnel, des prérogatives différents. Et donc, il faut ça veut dire que la stratégie française a du mal à travailler à cause du fait qu'on dépend des Maliens de faire le progrès politique, mais en ce moment, ils ne font pas. Et je crois que le côté français reste assez neutre vis-à-vis comment dirige le Mali, c'est-à-dire est-ce qu'il faut Goïta, est-ce qu'il faut Ibeka, ceci, cela, mais qu'il fasse du travail, qu'il s'intéresse à faire la guerre, à gagner la guerre. Et en ce moment, on a l'impression qu'il ne s'intéresse pas vraiment à faire la guerre, à gagner la guerre, parce qu'il s'intéresse plutôt à cette lutte entre eux. Et pour répondre à la question vous avez abordé des questions des Russes. Je crois que c'est une mauvaise idée. Il n'y a aucune raison pour croire que les Russes aura des résultats plus efficaces que les Français. Sauf que les Russes peut-être seraient même moins, plus violents, plus libres avec l'application de la violence. Niagalé Bakayoko, la responsabilité incombe avant tout à l'armée malienne et à son incapacité de faire face à la menace djihadiste et les Russes eux-mêmes. Est-ce qu'ils mènent une campagne active de conviction pour tenter de donner l'impression qu'ils sont peut-être eux la solution à ce problème qui n'est toujours pas réglé? Alors il y a deux questions. Oui. Pour répondre à la... Et l'une est liée à l'autre. Et l'une est tout à fait liée à l'autre. Pour répondre à la question relative à la Russie, je pense qu'elle est très surévaluée. Parce qu'on voit des manifestations, alors plus ou moins spontanées, en faveur d'une présence plus ou moins spontanées,
plus ou moins massive aussi, parce qu'on ne peut quand même pas dire non plus qu'il y ait foule. Non, mais c'est étonnant parce qu'on n'est pas dans le précaré historique de la Russie. Oui, il y a une grande tradition de coopération historique, depuis Modibo Keïta, qui avait choisi de rompre la coopération militaire avec l'ancienne puissance coloniale pour rejoindre le bloc soviétique. Oui. Donc il y a quand même cette tradition, et c'est à cela qu'un certain nombre d'acteurs se réfèrent. Moi, il me semble que cette potentielle volonté de la Russie de chasser la France de son précaré est très surévaluée, y compris côté français, parce que je serais très étonnée que la Russie veuille assumer aujourd'hui les responsabilités militaires, sécuritaires, politiques qui sont celles de la France aujourd'hui. Le Mali n'est pas la République centrafricaine. Les deux cas sont très différents. Pour ce qui est de la question des capacités de l'armée malienne, on en revient, à mon avis, à une question fondamentale qui est celle du fait que renforcer une armée ne peut pas uniquement vouloir dire renforcer ses capacités opérationnel au combat. Renforcer une armée, c'est aussi travailler sur sa gouvernance, c'est aussi travailler sur sa capacité à respecter les droits de l'homme, c'est aussi travailler sur ses capacités à respecter et à promouvoir la condition militaire des soldats qui, en effet, comme ça a été souligné, meurent par centaines chaque année. On le rappelle trop peu souvent. Donc, il y a un problème d'adhésion à l'armée, c'est ce que vous dites, au sein de la population malienne ? Ah non, je pense que la population voudrait faire confiance à son armée. Malheureusement, certaines accusations d'exaction, d'abus ont terni son image, mais plus largement, la population a conscience du sacrifice consenti par un grand nombre de soldats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que renforcer l'armée malienne, c'est uniquement lui donner des capacités supérieures en matière de combat. Thiambel Guimbayara, qu'est-ce qui peut faire la différence ? Ce qui peut faire la différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas que le Mali soit un champ de confrontation entre l'Est et l'Ouest au moment où on a choisi les non-alignés sous Modibo Keïta pour ne pas être ce champ de confrontation-là. Je ne souhaite pas que la Russie se confronte à la France sur nos terres. Je ne souhaite pas que le bloc l'Est et l'islam et le christianisme se battent sur nos terres. Ce n'est pas l'idéal. La France est intervenue au Mali. La communauté internationale est venue pour aider le Mali à le restaurer dans ses frontières. Si cette mission a connu des difficultés. Le mouvement djihadiste était à Kidal à l'époque. Il fondait sur Bamako. Le caillou de Kidal est aujourd'hui propagé au centre. La responsabilité est à partager avec cette communauté internationale. L'échec de l'armée malienne aujourd'hui aussi, l'échec de la communauté malienne à ne pas renforcer cette armée, à ne pas l'équiper, à ne pas l'aider à reprendre position rapidement, à ne pas l'assister, à ne pas la former comme ça se doit. Une armée ne se forme pas, certes, on le sait, en quelques années, en quelques jours, mais il faut du temps et des moyens. Mais la crise politique n'est pas venue pour résorber cela, mais la population malienne reste confiante en son armée. L'armée est une composante, une partie du peuple, et le Malien soutient son armée. Cette armée l'a démontré de par le passé, c'était l'une des armées quand même la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest, mais ça reste un souvenir aujourd'hui. C'était au moment où on avait des MiG soviétiques. Aujourd'hui, on n'a pas d'armée d'aviation pour aider le pays depuis 8 ans. C'est quand même des interrogations dont on doit se faire. Merci Thiambel Guimbayara, c'est le terme de ce débat. Merci également à vous, Niagalé Bagayoko. Louis Magloire Comayou était avec nous, tout comme Michael Shurkin. Fin du débat. Prochain rendez-vous du journal dans 9 minutes. Restez avec nous sur France 24.